Alors, félicitations pour votre excellent film Le Monde d'après Fukushima, que le Festival du film vert a décidé de projeter dans 4 villes de Suisse et de France, et qui est nominé pour le prix Tournesol du documentaire vert. Alors, une première question, j'ai entendu dire, quelques jours avant le début du Festival du film vert, que 30 000 personnes sont autorisées à retourner vivre dans la région contaminée. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que les radiations se sont évaporées? Question sanitaire, question médicale, c'est pas du tout raisonnable, mais c'est la politique du gouvernement actuel qui a décidé de cette politique. Et en plus, les habitants, surtout personnes âgées, agriculteurs, attachés à la terre, depuis le début, ils ont toujours cherché l'occasion de retourner sa maison. Et experts, chercheurs, entourage de militants, bien sûr, nous sommes contre plutôt, mais là, les personnes âgées, agriculteurs, avec donc prétexte de l'autorisation du gouvernement, il y a quelques personnes qui vont retourner sur nous. Mais les jeunes couples, surtout avec les enfants, je crois qu'ils ne vont pas. Et la centrale elle-même, est-elle définitivement neutralisée ou est-ce que c'est toujours un petit peu instable? Qu'en est-il? C'est pire en pire. Et on ne sait même pas dans le réacteur 1, 2, 3, au noyau, au centre de réacteur, c'est-à-dire où le combustible s'effondrait, et quel état actuel, personne ne sait. Donc, avec cet fait, on peut imaginer une catastrophe continue. Pas du tout, c'est loin de finir. Et puis, tout ce qu'on peut imaginer, le pire, le catastrophe, TEPCO, il ne s'est pas maîtrisé et toujours continue une sorte de minimisation de la situation, le mensonge caché d'informations. Parfois, mensonge, ça existe. Et ça ne change rien du tout depuis 3 ans. Pourquoi faut-il une catastrophe aussi grave pour qu'un pays envisage de sortir du nucléaire? Est-ce qu'il en faudrait aussi une catastrophe du même genre en France, aux États-Unis ou en Angleterre pour que ces pays se décident enfin à sortir du nucléaire? Oui, ça c'est la question de prise de conscience, je crois. D'abord, tout ce qui concerne le nucléaire, historiquement, on n'a pas parlé. L'information n'était pas transparente, n'était pas donnée pour les gens qui concernent, et puis la population générale. Et à partir de la catastrophe Fukushima, si on revoit de l'histoire toute l'histoire du nucléaire, de l'accident de nucléaire, ce qu'il a apporté dans notre civilisation nucléaire, ce que c'est le nucléaire, si on reprend la prise de conscience, on n'est pas comme avant, on ne peut pas rester comme avant. Ironiquement, grâce à Fukushima, le basculement de prise de conscience de les Japonais, même moi, avant la catastrophe, je ne pensais pas du tout travailler comme dans le nucléaire. Mais on ne peut plus quitter, on ne peut plus lâcher de l'œil de centrale depuis 3 ans. Ce qui se passe tous les jours, jamais même chose qui se passe. Et en pire. Et ça donne de prise de conscience sur la civilisation nucléaire. Et on ne peut plus. À côté de Fukushima, face à Fukushima, ça c'est sûr qu'il faut débrouiller de vivre sans nucléaire. Mais pensez-vous que le Japon va vraiment sortir du nucléaire? Quelles sont les dernières informations sur ce sujet? En général, toutes les populations japonaises sont, sauf industrielles qui concernent les gens qui a des profits directs avec le nucléaire, bien sûr, industriels, embauche, il y a pas mal de gens qui sont déjà autour du nucléaire, il y a 54 réacteurs. Mais actuellement, 54 réacteurs, c'est tout
fonctionne plus depuis 3 ans. Ça, malgré le politique du gouvernement veut redémarrer centrale, mais on peut, c'est une sorte de pression sociale de la part de la population qui ne veut pas de redémarrer le nucléaire sans solution face à Fukushima. Donc moi je suis plutôt optimiste pour sortir du nucléaire du cas du Japon. Sur le plan de la gestion de la situation, est-ce que des enseignements de la catastrophe de Tchernobyl peut être utilisés? Et est-ce que l'expérience qui est accumulée en ce moment à Fukushima sera transmise à d'autres pays nucléarisés pour mieux se préparer dans l'éventualité d'une catastrophe? Malheureusement, ce n'est pas la politique publique administrative, mais beaucoup de ONG, au niveau de ONG, il y a plus en plus d'échanges avec le pays concernant Tchernobyl, comme Biélorussie, l'Ukraine. D'ailleurs, 25 ans après Tchernobyl, on considère dans 25 ans l'état de Fukushima. Et surtout, domaine médical, hygiène, concrètement, il y a des gens, je connais, je contacte des personnes qui s'occupent de l'échange de banques de données. Et puis ces banques de données, c'est servi, ça donne une bonne référence qui est en train de naître, par exemple, cancer thyroïde pour les enfants. On a besoin d'échanges d'informations médicales avec Tchernobyl. Et puis, ces banques de données, ce qui concerne Fukushima, les gens de Fukushima, ils sentent qu'ils sont cobayes, bien sûr. J'espère que ça va servir mondialement, ce sera ouvert l'information, surtout médicale, ouvert pour le monde, je crois. Mais en ce moment, c'est caché dans l'autorité. Il faut demander, il faut passer par un tribunal, quelque chose pour faire sortir d'informations. Et finalement, il fait sortir, mais il ne donne jamais volontairement. Question sur le tournage. Était-il facile d'accéder aux zones contaminées pour tourner ces images? On l'a vu, la transparence n'est pas toujours de mise depuis la catastrophe. Obtenir l'autorisation au nom de médias, normalement c'est égal pour médias étrangers, pour tout le monde. La communication avec les habitants, c'est assez sensible parce que les habitants, c'est pas forcément confiance en lui, eux-mêmes, ils toujours coup de table pour la situation, et puis donc il faut mettre le temps. Tout simplement, il faut mettre le temps. C'est pas le tournage, juste on arrive, on va filmer votre interview. C'est pas comme ça. Il faut avoir la confiance mutuelle avec les médias et puis mettre le temps. Sinon, il ne parlera pas.